aujourd'hui, c'est 4300 collaborateurs dans 4 pays, 600 millions de dirhams de chiffre d'affaires. On est parti de zéro en 2003 avec une croissance à 2 chiffres pratiquement tous les ans. J'avais pas en tête dès le départ d'être entrepreneur, donc j'ai pas hésité trop longtemps. J'ai vu l'opportunité et j'ai foncé. Je supporte pas les livres de recettes en disant il faut faire ci, ça, ça. Il faut rentrer au Maroc, il faut créer sa boîte, il faut y croire, il faut persévérer. Non, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour entreprendre. Il y a certaines personnes qui ont des compétences en deep tech ou en nanotechnologie. Il ne faut pas qu'elles rentrent au Maroc. Il faut qu'elles restent dans la Silicon Valley parce que ça peut être des excellents ambassadeurs pour nous. Mais de là à donner des recettes, surtout en entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas du tout. Youssouf Charaïbi, bienvenue. Merci Mohamed, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis super content de te recevoir. Pareil, ça faisait un moment que je suivais tes podcasts et je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour te raconter un peu l'histoire de Outsourcia et puis de ce que j'ai fait aussi avant. Voilà, justement, Outsourcia, c'est une des plus belles boîtes au Maroc. Une boîte dans l'outsourcing, donc l'externalisation des services. Un secteur qui a connu beaucoup de croissance au Maroc depuis 20-25 ans environ. Et Outsourcia, c'est une des grosses boîtes, des belles boîtes dans ce secteur-là. Est-ce que pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas Outsourcia, est-ce que tu peux te présenter et présenter la boîte? Oui, donc j'ai 49 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Je suis rentré au Maroc en 2003 pour créer Outsourcia justement. Avant ça, j'avais passé 10 ans en France. Et donc, depuis mon retour, j'ai continué à développer cette société. J'ai pratiquement fait que ça depuis la création. Et puis, je suis resté intéressé par l'écosystème de l'entrepreneuriat et des startups au Maroc, puisque j'ai également une activité de business angel où j'ai accompagné et investi dans certaines startups marocaines. Voilà. Au niveau de Outsourcia, je te laisse toi me poser des questions pour voir Oh, où tu veux qu'on commence. Mais justement, Ouais. pour ceux qui connaissent pas bien Oui. Outsourcia, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer ce que c'est aujourd'hui Oui. et même en termes de chiffres, ce que ça représente aujourd'hui pour poser un peu. Très bien, pour poser un peu le cadre, donc aujourd'hui, c'est 4300 collaborateurs dans 4 pays. Donc au Maroc, on a démarré, en Tunisie, on a fait des acquisitions, au Madagascar, on a fait également une acquisition, et en France, où on est présent avec 3 centres également. Donc en termes de revenus, c'est environ 600 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et effectivement, on a eu une croissance assez soutenue depuis la création, puisqu'on est parti de zéro en 2003, avec une croissance à 2 chiffres pratiquement tous les ans. Et aujourd'hui, de très belles perspectives qui s'ouvrent avec l'IA, puisqu'on est en train de transformer en profondeur notre métier pour intégrer ces solutions dans nos offres. Et on change radicalement de modèle aujourd'hui. Aujourd'hui, le modèle change radicalement chez vous ou dans le secteur en général? Alors, dans le secteur, il faut savoir que nous, on a quand même eu beaucoup de grands événements qui sont arrivés et qui ont dû nous obliger à nous adapter. Si tu veux, le métier initialement, quand on parle d'outsourcing, on pense aux centres d'appel qui font du télémarketing. Et c'est vrai que c'était le gros du métier quand j'ai démarré. Et progressivement, les choses ont évolué. Alors déjà, on a beaucoup évolué vers l'outsourcing de façon générale, qui est en fait l'externalisation. On va prendre une fonction d'une entreprise et on va pouvoir la gérer à partir du Maroc pour profiter de moindres coûts, de ressources de qualité et également d'une agilité liée au fait d'externaliser qui fait qu'on va avoir une structure de coût qui va être variable. Donc ça, si tu veux, c'est le grand sous-jacent de développement de notre activité. Donc on a dû se diversifier vers, dans un premier temps, le multicanal, puisqu'on était sur du téléphone essentiellement en sortant au départ. Après, on a vu que les activités de support en appel entrant étaient beaucoup plus intéressantes, plus récurrentes et plus créatrices de valeur. Puis après, les autres canaux se sont développés, les canaux, donc l'email, le chat qui se développe beaucoup encore aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc on est vraiment passé du canal téléphone à une offre multicanal. En termes de langue, on était essentiellement sur du français au démarrage, puisque le Maroc était la destination naturelle pour les donneurs d'ordre qui voulaient réduire leurs coûts. Et puis on a vu qu'on avait quand même la force d'avoir une forte diaspora marocaine dans plusieurs pays européens et qu'on pouvait maîtriser plusieurs langues. Donc il y a pas mal
de jeunes qui sont revenus au Maroc ces dernières années. Aujourd'hui, on arrive à proposer 10 langues. Bien entendu, l'espagnol qui est naturel aussi, l'anglais qu'on trouve de plus en plus facilement au Maroc, mais vous trouvez également du néerlandais parce que, par exemple, dans la région de l'Oriental, il y a beaucoup de familles qui, il y a quelques dizaines d'années, sont parties aux Et qui sont Pays-Bas et qui revenus. sont parfaitement néerlandophones. D'ailleurs, on a monté un centre là-bas également pour développer le germanophone également. On arrive à le traiter, le portugais, l'italien, bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est une des forces du Maroc de pouvoir trouver dans un seul pays une dizaine de langues qui sont parfaitement parlées. Parce qu'autant le français et l'espagnol, on l'apprend ici. Sur les autres langues, c'est souvent des natifs et donc ils le parlent parfaitement. Donc il y a les canaux, il y a les langues, il y a les métiers qu'on a également fait évoluer, puisqu'on était sur de la relation client uniquement. Puis après, on a développé les métiers de back-office. Donc les métiers de back-office, ça peut être de la compta, des RH, tous des process qui ne sont pas visibles par le client, mais qui nécessitent une main-d'œuvre importante. Mais pas seulement, parce que notre métier, ce n'est pas seulement d'offrir des hommes, mais c'est également des process, des solutions techniques. Et puis, de plus en plus également, de proposer des modèles qui sont liés aux résultats. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a vu notre métier comme étant une solution humaine, donc vendre des journées hommes. Aujourd'hui, on vend de plus en plus de la résolution, on vend des solutions et on vend plus de l'exécution. C'est-à-dire qu'on était dans un modèle où on était des preneurs d'ordre avec des clients qui avaient un cahier des charges précis, qui savaient exactement ce qu'ils voulaient, qui interrogeaient plusieurs prestataires pour choisir le meilleur rapport qualité-prix, comme ça se fait dans beaucoup de domaines. Et progressivement, on a vu qu'on est devenu, pour les plus performants, des sociétés qui vont être expertes dans certaines chaînes de valeur en particulier, qui vont maîtriser certains secteurs, qui vont pouvoir proposer des solutions et qui, même en termes de modèle économique, vont être sur des offres win-win qui vont intégrer une part importante de rémunération au résultat, par exemple, ou de gestion globale avec une solution qui intègre à la fois des humains, de la technologie, et là de plus en plus avec l'IA aujourd'hui. Parce qu'on le voit, l'IA, ça peut soit être intégré avec un angle technologique, où il y a des sociétés qui vont vouloir mettre en place des solutions elles-mêmes, soit vous allez avoir des clients qui vont faire appel à des prestataires comme nous, en disant ça reste toujours une problématique client à gérer. Il faut trouver le bon modèle hybride entre de l'humain, de la technologie, le bon reporting, la bonne agilité, et pouvoir faire évoluer en permanence ça avec toutes les innovations qui arrivent sur le marché. Et il y en a beaucoup dans notre domaine. Il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit. Ouais. L'évolution justement de l'outsourcing sur les 20-25 dernières années, le changement du modèle. Donc, historiquement, on vend entre guillemets des jours hommes, en tout cas des gens qui vont être mis à disposition d'entreprises pour les aider à outsourcer des services. Et de plus en plus, et effectivement aussi des missions. Ça, c'est super intéressant. J'aimerais beaucoup que tu m'expliques. Peut-être pour revenir sur l'histoire d'Outsourcia, avant même Outsourcia, j'ai vu, et je pense que pas beaucoup de gens le savent, mais Outsourcia, c'est pas la première boîte que tu as créée. Oui, effectivement. Effectivement, en fait, moi, je suis rentré à HEC en 97. Il faut savoir que l'arrivée d'Internet en Europe, c'est 95. Donc, c'est pas si vieux, en tout cas. Moi, c'était tout récent. Donc, mon premier email, je l'ai créé quand je suis rentré à l'école. C'est vrai que c'est fou. Et 95, c'est le début premier du service. C'est ça, c'est le premier fournisseur d'accès Internet en France, c'était en 95. Grand public, oui. Oui, exact. Ça fait que 30 ans, c'est rien. Et donc, moi, à l'époque, j'étais plutôt parti pour faire de la banque d'affaires. Et donc, je m'intéressais, comme beaucoup de jeunes de grandes écoles à l'époque, vers les métiers de la finance qui étaient les plus valorisants, qui payaient le mieux, etc. Et j'ai atterri en fait sur des missions en equity capital market où j'ai commencé à voir des premières startups s'introduire en bourse avec des niveaux de valorisation assez dingues. C'était quelle année ? C'était en 99. Ok. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un bouleversement qui était en cours et qu'il fallait être acteur de ce changement et ne pas être
conseiller et regarder ce qui se passe. Donc là, pour se rendre compte, Ouais, on est en 99, c'est près de l'an 2000, l'euphorie autour de la tech. c'est ça. Et c'est quoi? C'est des entreprises qui font pas forcément de chiffre d'affaires, qui ont des valorisations énormes, en tout cas dont la valorisation est décorrélée du chiffre d'affaires et des finances, des chiffres financiers en général? Bah, en fait, c'était la première vague de création de ce qu'on appelait les dot-com en Europe à l'époque, euh, calqué sur un modèle américain, donc avec les premiers sites marchands, les premiers sites communautaires, les premiers sites d'enchères. Donc tout avait démarré à cette époque. Et puis, donc, il y avait des Européens qui ont voulu repartir sur le même modèle et qui avaient pu faire des levées de fonds très importantes, très rapidement, et puis aller en bourse assez rapidement. Et donc, c'était le démarrage de cette première bulle de création de start-up. Le phénomène avait démarré à cette époque. Et donc, je voyais bien qu'il y avait un bouleversement qui était en cours et qu'il ne fallait pas rester en banque d'affaires, mais participer à cette aventure. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré une personne qui a été importante dans mon évolution, qui s'appelle Loïc Lemeur, qui était un entrepreneur à succès, qui à 24 ans avait déjà créé 2 sociétés, que j'avais rencontré à HEC parce qu'il avait fait HEC. Il est venu parler de son expérience. Donc j'ai été le voir à la fin de ce cours pour lui dire, écoute, je suis en train de faire de la banque d'affaires. Moi, je pense que c'est fascinant ce qui est en train d'arriver au niveau de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. J'aimerais bien qu'on réfléchisse à un projet ensemble. Donc, je suis allé un peu au culot. Et puis, bon, ça a bien fonctionné. Et quelques semaines après, donc j'avais quitté la banque et j'avais participé à la création de Marketo.com, qui était la première marketplace française. Donc, il y en a eu beaucoup par la suite. On était même arrivé beaucoup trop tôt à l'époque et qui avait très bien fonctionné, puisqu'au bout de 3 mois, on avait pu lever 10 millions d'euros, ce qui était une somme importante, et on l'avait fait avec 20 slides, avec une équipe de moins de 5 personnes. Sans produit, sans Non, chiffre rien du d'affaires, tout. rien. Non, non, rien. Non, d'ailleurs, on a même revendu la boîte sans chiffre d'affaires et avec un produit qui n'était pas exceptionnel. Mais Alors, c'était une autre époque. Parce que tu disais que Oui, tu avais vu la tech et l'intérêt et l'euphorie et l'opportunité et que tu es allé vers ça. Mais donc là, tu es encore étudiant. oui. Donc tu vas monter la boîte en étant toujours On était étudiant. en 2e année d'école, oui. Tu quittes la banque d'affaires, mais à l'époque, la Enfin, plupart des j'étais en stage, en fait, mais j'étais parti pour rester, faire du M&A. la plupart Ouais. des étudiants d'HEC et de ces Oui. écoles-là continuent à aller en finance parce Oui, que oui, c'était quand même effectivement. le moins risqué, etc. Donc il y avait quand même une grosse prise de risque. Oui, il y avait une grosse. Et puis mes amis de l'époque trouvaient ça un peu étrange, effectivement, de quitter la banque pour aller monter une boîte dans la tech. C'était encore le tout début, le modèle n'était pas éprouvé, c'était très incertain. Mais la réalité, c'est qu'il y avait très peu de risques pour moi à cette époque-là. C'était le démarrage et c'était surtout fascinant de pouvoir participer à cette aventure à un moment pareil. Donc, j'ai pas hésité trop longtemps. J'ai vu l'opportunité et j'ai foncé. Mais j'avais pas en tête dès le départ d'être entrepreneur. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que j'étais là au bon moment et que j'ai vu qu'il y avait réellement des opportunités que j'ai foncé en fait. Et donc là, comment ça se passe? Tu travailles avec Loïc Lemeur, vous montez la boîte. Donc un troisième associé qui s'appelle Jean-Jacques Bresson. Donc on crée en fait cette société. Et puis on a beaucoup de succès puisqu'on est avec une offre très innovante, avec un super timing, une mise en relation d'entreprise sur Internet, très belle levée de fonds, 10 millions d'euros. On constitue une très belle équipe. Donc là, on recrute des gens de gros cabinets de conseil qui nous rejoignent avec des salaires beaucoup moins importants, des stock options, enfin vraiment le modèle classique. On crée une filiale en Asie, je m'en occupe, je vais à Hong Kong pour identifier les partenaires et le faire. Et on grille beaucoup d'argent pour faire de la pub, parce qu'à l'époque, le modèle, c'était vraiment de profiter de ce first mover advantage pour arriver très tôt sur un marché et s'autoproclamer leader dessus. On gagne beaucoup En faisant beaucoup de pub. en faisant énormément de pub. Donc, on avait fait de la pub télé, radio, tout ce que tu veux. Ah oui, télé, radio. Ouais, ouais. complètement.
Et ça avait fonctionné puisqu'à un moment où Vivendi a voulu rattraper ce train d'Internet et ont décidé de faire des acquisitions dans le domaine, ont donc contacté le fonds de Bernard Arnault qui nous avait financé, qui s'appelait EuropaWeb, pour acheter 5 sociétés de son portefeuille. Et on en faisait partie. Et donc, on a pu revendre la société à Vivendi 2 ans plus tard. Mais c'était une des dernières acquisitions de Jean-Marie Messier juste avant son Ouais. départ. Et Qui était le l'éclatement de la patron bulle. de Vivendi. Voilà, et l'éclatement de la bulle à ce moment-là. Donc le timing était vraiment important puisque quelques mois plus tard, on n'aurait pas pu profiter en fait de cette belle sortie. Pendant la revente, t'as quel âge? Écoute, c'était en 2001, donc j'ai 26 ans. Tu as 26 Ouais, ans et donc vous travaillez sur ça pendant 2 ans exact. et vous le revendez à Vivendi, probablement, enfin le chiffre n'est pas public, non, mais probablement quelques dizaines de millions d'euros Exactement. parce que vous avez levé 10 millions d'euros Ouais, ouais. à 26 ans. Et à ce moment-là, tu n'es pas encore diplômé. Non, alors là, je reviens à HEC. Donc j'étais parti pendant 2 ans. À l'époque, on avait le droit de partir qu'un an. Donc j'ai dû renégocier mon retour à l'école. C'était pas très compliqué puisque c'était quand même une jolie success story et c'était bon pour eux que ce soit aussi des HEC qui l'avaient fait. Donc je suis revenu et j'ai pu avoir mon diplôme en 3 mois. J'ai fait une majeure vraiment pas de haut niveau, c'était vraiment la plus facile pour avoir mon diplôme. Mais Et en 3 mois, ouais. qu'est-ce que ça fait de revendre une boîte à cet âge-là, à ce montant-là, au bout de 2 ans Bon, la réalité, c'est que ça allait très vite. C'était passionnant. On a tout fait en très peu de temps. Mais j'ai quand même eu un petit coup de blues après ça, même si l'aventure entrepreneuriale avait bien fonctionné. L'entreprise a cessé ses activités par la suite parce qu'ils n'ont pas réussi réellement à l'intégrer et il n'y a pas eu réellement de synergie qu'ils avaient projetée. Et donc, j'ai un peu ressenti ce syndrome de l'imposteur, en fait. Parce qu'en fait, on a levé beaucoup d'argent, on a dépensé beaucoup d'argent, on n'a pas créé réellement de valeur, on n'a rien laissé, quoi. Il n'y a pas eu de chiffre d'affaires, très peu de clients, une offre un peu bancale. Et donc, sur le papier, c'est une belle aventure, mais au final, beaucoup de paillettes pour pas grand-chose. Et tu penses à Mais remonter une start-up ou non, alors, tu te non, dis justement, j'étais plus vacciné. je sors de ça. Après ça, j'étais vacciné parce que je me disais, voilà, tu es diplômé d'HEC, tu as travaillé pendant 2 ans, mais tu connais aucun secteur bien, tu as pas réellement une expertise. Il faut commencer à construire quelque chose de solide sur du long terme. Mais là, monter une vraie boîte qui gagne de l'argent, qui a des clients, qui est rentable, sans lever de fonds. Donc, je voulais absolument sortir de ce modèle. Et Outsourcia, c'était vraiment l'inverse total du modèle d'une startup. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant, et tu vois, en parlant d'Outsourcia, tu vas nous raconter ça, mais pendant les 13 premières années d'Outsourcia, je pense que vous ne levez pas de fonds. Non, on crée la Euh, société avec 100 000 dirhams au Maroc en 2003. Et depuis la création de la société en 2003, je n'ai pas réinjecté un dirham. C'est-à-dire que on a réinvesti en permanence nos bénéfices. On a pu être rentable dès la première année. On a une forte croissance, un modèle de coût variable, très rentable. Et on a toujours réinvesti tous les ans, jusqu'au moment où on a commencé à vouloir faire des acquisitions, qu'on avait besoin de plus de fonds et qu'on a ouvert notre capital pour la première fois, donc Modèle 13 ans après, complètement en inverse. 2016. En 2016, c'est la première ouverture de capital. Donc le modèle complètement inverse par rapport à la startup. Là, le but, Totalement. c'était de faire du chiffre d'affaires, être rentable dès C'est l'année ça, 1. c'est ça. Et alors, D'ailleurs, je disais, moi, je veux monter une PME, je veux plus de start-up. Ok, donc c'était clair dans ta Ouais, tête, ouais, tu ouais. voulais monter une PME. Ouais. Et comment tu as identifié le bon sujet sur lequel travailler? Donc là, tu sors de Marketo, Oui. tu es diplômé d'HEC. Alors là, je me disais, il faut essayer de trouver un secteur intéressant avec un potentiel de croissance qui puisse également être en fort développement au Maroc, parce que j'avais envie de revenir au Maroc, mais plus pour des raisons personnelles, pas pour aider mon pays, etc. Parce que réellement, je pense que c'est un pays où on a énormément d'opportunités, qu'à ce moment-là, il y avait le secteur des télécoms qui était en pleine croissance, privatisation, deuxième, troisième licence.
Et donc là, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre un secteur et je vais travailler un petit peu dans les telcos pour revenir au Maroc et essayer de développer des activités autour de ça. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler d'un nouveau partenaire que je suis très content d'accueillir sur NextWave, Tayara.ma. Tayara, c'est la première plateforme de réservation de billets d'avion 100% marocaine qui te permet de payer directement en dirham. Ça s'appelle Tayara, T-Y-A-R-A.ma. Et avec cette plateforme, fini les frais de change et les mauvaises surprises lors de l'achat de vos billets d'avion. Si vous habitez à l'étranger, si vous partez en voyage depuis le Maroc et même pour vos voyages professionnels, Tayara.ma va vraiment vous simplifier la vie. La plateforme permet de comparer de nombreuses compagnies aériennes en quelques clics pour vous donner accès à un très large éventail de destinations. L'expérience est ultra fluide, vous pourrez filtrer selon vos préférences, prix, durée, escale, service à bord, et en quelques clics, votre billet d'avion est réservé et vous pourrez payer en dirham. Et en plus, il propose en option un service de transfert aéroport, donc vous voyagerez sereinement du début à la fin. Ce n'est pas tout, si vous voulez tester et que vous venez de notre part, Tayara.ma vous propose 5% sur les billets d'avion achetés sur la plateforme. Bref, pour votre prochain voyage, utilisez une plateforme marocaine et allez sur Tayara.ma. Allez-y et utilisez le code NEXTWAVE. Et sur ce, on reprend l'épisode. Et là, les hasards ont fait que j'ai atterri en bras droit du patron de la relation client D'Orange. de Orange. Avant Oui, d'arriver sur Orange, oui. tu te rends compte que c'est une bonne opportunité au Maroc, les télécoms? C'est-à-dire que tu sais déjà que tu vas rentrer au Maroc et tu te dis il se passe des choses dans les télécoms? Voilà, donc moi je voulais rentrer au Maroc parce que en fait on voulait fonder une famille. Donc moi j'étais marié, j'ai connu ma femme quand j'avais 17 ans déjà, donc on était en France pendant 10 ans. Et puis on s'est dit c'est le moment d'avoir des enfants et on pensait que c'était beaucoup plus intéressant pour eux et pour nous de le faire au Maroc. On n'en pouvait plus de rester à Paris. Et donc en même temps je voulais garder un lien avec ce que j'avais construit, notamment en termes d'écosystème entrepreneurial en France, et essayer de trouver des secteurs où il pouvait y avoir un trait d'union à conserver. Les télécoms, c'était intéressant puisque c'était vraiment à ce moment-là où le marché était en train de s'ouvrir. Puis il y avait beaucoup d'innovation dans ce domaine. Ça restait dans les services, pas trop technique. Enfin, pour moi, c'était vraiment le bon secteur. En revanche, je n'avais pas en tête d'aller dans la relation client. Ça, c'était plus D'accord. le hasard des opportunités. J'ai pu rencontrer en fait le patron de la relation client d'Orange qui m'a proposé de l'accompagner pendant 1 an sur différentes réflexions. Et c'est ce que j'ai fait. Et une des réflexions, c'était l'externalisation en offshore. Puisqu'à l'époque, c'était encore, ça ne se faisait pas. Il y avait de l'externalisation qui se faisait en France. Onshore, donc onshore Voilà, c'est en ça. France. Mais il n'y avait pas encore d'offshoring, ce qu'on appelait l'offshoring par Dans la d'autres suite. pays. Voilà. Et donc, j'ai commencé à regarder avec Orange les opportunités qu'il pouvait y avoir pour trouver des prestataires au Maroc qui pouvaient gérer une partie de la relation client. Alors à ce moment-là, l'externalisation et l'offshoring existent déjà au Maroc, mais c'est le début. C'est vraiment naissant, hein. On est dans les années 2000, c'est le tout début. C'est le tout début, Ouais, ok. c'est le tout début. Il y a 1 ou 2 acteurs qui existent Il y déjà? en a, oui, 5 ou 6 à l'époque. Et justement, moi, je pensais que c'était déjà plus développé. Quand je voyais qu'en Inde, c'était déjà une industrie très importante, au Maroc, clairement, on avait une opportunité de reproduire le modèle indien. Et surtout que le Maroc était vraiment une destination naturelle pour les Français. Qu'est-ce qui fait Ouais. que, à ce moment-là, tu te dis que le Maroc, qu'il peut y avoir un parallèle avec l'Inde? En fait, on a tous les atouts. On a la proximité géographique, on a 2 heures d'avion. Au niveau des langues, on parle quand même beaucoup de langues et le français est naturel pour nous. Au niveau culturel aussi, c'est important parce que en fait, on est très proche et c'est important les éléments culturels dans l'outsourcing. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait un petit peu défaut aux Indiens, aux Philippins, puisqu'il y a un peu un gap plus important. Qui travaille avec des Américains Voilà. plutôt, Et des puis- Anglais. Exact. Et puis, c'est pas de l'offshore, c'est du nearshore. On est tout proche. C'est presque une banlieue pour la France. Des fois, c'est plus rapide de faire un Paris-Casa que Paris, une ville de province. Voilà. Et donc, voilà, tous les signaux étaient au vert. En plus, il y avait justement ce modèle indien qui était validé. Donc, on voyait que ça fonctionnait réellement. En termes de modèle économique, c'était très attractif. En termes de salaire, 3 fois inférieur. Les Salaire au Maroc, 3 fois infrastructures, inférieur au ouais, salaire en ouais. France.
Et donc, l'idée initiale, c'était de conseiller des entreprises françaises pour les aider à trouver des prestataires au Maroc. Et puis, on a tout de suite fait évoluer le modèle en se disant, il ne faut pas être consultant encore une fois, mais il faut être opérateur soi-même, puisqu'il y a encore un marché naissant, une offre encore largement insuffisante par rapport aux besoins de ce marché. Et on a vu qu'il y avait une autoroute d'opportunités dont il fallait profiter. Et donc, très rapidement, on est passé de consultant quelques mois à opérateur. Et là, ce qu'on a fait, Donc là, vous ouais, montez la boîte. alors la boîte existait initialement pour faire du conseil et de l'accompagnement. Quelques mois après, on dit non, il ne faut pas être consultant. Alors, l'intérêt quand on veut faire du conseil, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir. Ouais. Donc, effectivement, Donc là, vous conseillez ouais, des boîtes françaises voilà, à externaliser des externalisé au services en Maroc. travaillant avec des boîtes au Maroc qui ont des capacités de production, ont des gens Exactement. pour travailler avec ces boîtes-là. Exactement. Donc vous faites l'intermédiaire entre les deux. Mais en fait, ça a vraiment duré que quelques mois parce que très vite, on a vu qu'il y avait encore peu d'acteurs et qu'il fallait être opérateur. Et pour être opérateur, on a vu que les quelques acteurs qu'il y avait, il y en avait certains qui avaient des capacités de production importantes qui étaient inutilisées. Et donc, on s'est dit, au lieu d'investir dans une plateforme, on va chercher les marchés, puis on va les gérer nous-mêmes en louant des positions, en recrutant nos managers et en sous-traitant toute la partie technique. Et donc là aussi, modèle de coût entièrement variable, qui fait qu'on avait d'abord les contrats, et puis on achetait les positions dont on avait besoin, on recrutait les personnes dont on avait besoin. Et puis, si tu veux, moi, vu que c'est un métier que je ne connaissais pas vraiment, là tout de suite, et c'était aussi dans mes choix d'association, donc on était 3 au départ, et puis bon, on n'est resté que 2 au bout de quelques mois. Et là, donc, la personne qui maîtrisait vraiment le métier, puisqu'elle avait fait depuis plus de 10 ans, donc, qui s'appelle Franck Polizzi, elle était au Maroc pour mettre en place toutes les opérations et gérer toute la production et vraiment faire tout ce qui permettait de délivrer un service de qualité. Donc lui, il s'occupait plus plus du côté production, capacité de production. Exactement. Et moi, je m'occupais de développement. Et je Et pense tu que disais, de vous étiez toute 3 façon, au début. oui, il y avait Mehdi Tsazi également qui était avec nous, Ok. qui avait participé à l'aventure pendant quelques mois et qui avait décidé d'aller faire un MBA. Donc on s'est gentiment séparés à ce moment-là, mais on est restés très proches. Et alors, c'était important pour toi de t'associer avec quelqu'un qui connaissait bien le Oui. secteur. Il avait déjà fait ça? Il avait déjà Non, fait pour moi, de l'outsourcing? c'était indispensable. Tu sais, dans beaucoup de projets, tu te rends compte que bon, il faut un marché, ça c'est la base. Après, il faut le bon produit, et le bon produit, il faut réussir à le vendre. C'est difficile en général de cocher toutes les cases. On va plutôt avoir plus d'appétence en développement ou en technique ou en production. Et moi, clairement, c'est un métier que je ne connaissais pas suffisamment. Et je me disais qu'il fallait avoir un pro du secteur qui allait pouvoir délivrer. Donc, il y a celui qui promet et celui qui délivre. Donc, moi, je me suis occupé de développement depuis le démarrage. Et puis, même les autres premières startups que j'avais vues à l'époque déjà qui avaient fonctionné, je vais te raconter une anecdote qui était assez marrante. Au moment de cette première vague de création, il y avait une annonce à HEC d'un étudiant de Polytechnique, parce qu'on n'était pas très loin, qui avait monté une plateforme en ligne et qui disait CTO recherche CEO. En fait, le gars avait monté quelque chose d'assez exceptionnel, mais qu'il avait conscience de ses lacunes en termes de développement et qui recherchait un associé à HEC qui allait s'occuper de la vente de son projet. Généralement, c'est plus des CEO qui cherchent des CTO. Oui, mais c'est le pour plus te courant. dire que Mais ouais. c'est une vraie force d'avoir conscience en fait de ces angles morts et de se dire on est bon là, dans un domaine, mais qu'il y a des choses qui nous manquent et que réellement, même avec beaucoup d'efforts, ben, c'est compliqué d'être aussi bon que d'autres dont c'est réellement la force. Et l'important, c'est de savoir bien s'entourer et avoir la lucidité de reconnaître ses limites et les compléter avec les personnes qui peuvent réellement apporter tout ce qu'il faut au puzzle pour que ça fonctionne. Et moi, j'ai toujours été dans cette logique. Et c'est pour ça aussi que dans ces associations, il faut faire attention à avoir des personnes vraiment complémentaires qui n'ont pas les mêmes atouts, parce que sinon, en général, ils vont avoir les mêmes biais, et après, on tourne en rond, on se marche dessus, et ça ne fonctionne pas.
Donc c'est beaucoup mieux d'avoir dans l'équipe des gens qui voient, qui apportent des choses qui sont différentes. On a souvent tendance à même à recruter des gens qui nous ressemblent. Hmm. Et ça, vraiment, il faut l'éviter parce que la complémentarité est clé. Alors tu disais, vous commencez donc rapidement en accompagnant des boîtes, vous vous rendez compte qu'en fait, l'opportunité, c'est plus de les aider justement à faire leur externalisation, leur outsourcing au Maroc. Mais là, vous n'avez pas encore des capacités de production, donc vous ne Ouais. recrutez pas des gens qui vont travailler avec ces clients-là. Vous louez Alors, dans des boîtes qui existent déjà. oui, mais on loue des positions physiques. Donc, on prenait juste l'infrastructure technique, Ok, mais on recrutait nos propres d'accord. ressources. Ouais, Ok. ouais. Qui travaillaient en fait dans des sortes d'hôtels call center. Donc, on hébergeait nos ressources dans des positions de centres partenaires. Parce que la partie technique représentait un gros investissement. Bah, Au démarrage, nous, on était dans une logique où on voulait vraiment s'assurer que le marché était là, qu'il y avait une demande importante, qu'on avait des ressources de qualité, qu'on avait suffisamment d'atouts avant de faire des investissements. Parce qu'à côté, il y avait d'autres sociétés qui avaient envisagé le projet plus sous un angle immobilier. Ils prenaient des plateaux, ils équipaient le centre, ils prenaient des liaisons, et puis après, ils se disaient, bon, il faut aller chercher un client. Or, la base de tout, c'est le client. Donc nous, on a été chercher d'abord les clients, on a verrouillé des Vous aviez des contrats. clients avant l'immobilier, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est toujours plus facile de délivrer une fois que tu as vendu que de tout construire et après d'aller te battre pour chercher les clients un à un. C'est pour Et ça là, qu'on dit le modèle est super vertueux parce que vous ne louez que ce dont vous avez besoin, vous allez recruter que ce dont vous avez besoin. exactement. Et donc, le business model est super, super Était vertueux. hyper viable. Dès le départ, on a fait plus de 20% de renta la première année. Et donc, du coup, on a pu réellement voir qu'il y avait une demande très importante. C'est pour ça que je dis le marché, c'est la clé. Euh, Bien entendu, il y a des modèles de gens qui arrivent, parce que nous, par exemple, avec Marketo, on voulait créer un marché. C'est très difficile de créer un marché. C'est que des gens géniaux, on les compte les Hmm. doigts sur la main, c'est toujours les mêmes qui ressortent dans les livres de management et qui sont suffisamment visionnaires pour arriver avec des offres de rupture et créer un marché eux-mêmes. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus lucide et se dire que c'est déjà bien de s'assurer que le marché est présent et d'arriver avec une offre différenciante suffisamment tôt pour capter une part intéressante de ce marché et plus se différencier sur la capacité à bien délivrer, sur sa flexibilité, l'expertise métier qu'on peut apporter. Enfin, des choses qui sont plus accessibles, mais qui permettent réellement de faire la différence. Ouais. Là, l'idée, justement, c'était de se dire, il y a un marché, il y a Hum, déjà des premiers acteurs, mais on est très, très tôt. Ce que tu disais par le timing, il faut y aller tôt. Oui, Et on arrive avec une différenciation. oui. Euh, Quelle était votre différenciation, vous, au début? Comment vous avez vu le marché différemment par rapport aux autres? Alors, la première chose, c'est qu'on a compris que c'était le client qui faisait, qui était réellement la vraie source de création de valeur. Donc, très tôt, dès le départ, on a créé un bureau à Paris. Et moi, je suis resté installé à Paris au démarrage pour constituer ce réseau de clients qui allaient commencer à nous faire confiance. Donc, cette proximité avec le client était essentielle. Initialement, sur les autres modèles, très souvent, les gens démarrent là où ils ont leur lieu de production et ils essayent d'aller chercher les clients un à un. Donc moi, j'ai eu cette perception d'accompagner des clients, et puisque même départ, on était sur un modèle de consulting, mais même par la suite, on a gardé cette approche de partir du besoin du client et de pouvoir identifier dans ses process, sa façon de travailler, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en plus et d'arriver comme une solution et non pas comme vendre dès le départ des ressources à moindre coût à partir du Maroc. Et on a fait différents choix comme cela parce qu'il y a une décision importante, par exemple, qu'on a pris donc en 2010. Donc on a été la première société marocaine à racheter un acteur français dans le secteur de l'outsourcing. Et puis même beaucoup de secteurs confondus, c'était pas très très courant à l'époque ces opérations de M&A transfrontalières, surtout dans un sens sud-nord, dans un secteur où le sens naturel était nord-sud. C'était des gros acteurs européens ou même américains qui allaient chercher d'autres zones de production et qui allaient investir dans les pays du sud pour gagner
en compétitivité. Et là, dans votre Ouais. secteur, ça n'avait jamais été fait? Alors non, Une au boîte Maroc, marocaine qui allait non, acheter une boîte au Maroc, en oui, on a France? été les premiers. Ça a été suivi quelques temps après par d'autres acteurs. Mais là encore, on n'a rien inventé puisque c'est des Indiens qui ont fait ça avant nous. Et ça a été un vrai point de bascule pour eux puisqu'ils sont passés de pays où ils étaient preneurs d'ordre, sous-traitants, à un pays qui avait des acteurs suffisamment puissants pour faire des acquisitions dans les pays où se trouvent leurs clients. Et c'est vrai que ça change tout, puisque lorsque tu vas chercher un client un à un, bah, tu as des cycles de décision qui sont très longs au niveau commercial et ça prend du temps. Lorsque tu vas racheter une société qui est déjà présente en France et qui a un portefeuille client qui est constitué, c'est beaucoup plus facile de les convaincre de migrer une partie de leur activité vers le Maroc, parce que déjà c'est tes clients, une fois que tu as racheté la boîte, et puis tu as accès aux décideurs, tu as déjà construit une confiance et un savoir-faire que tu peux valoriser. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller transférer des activités par la suite avec un modèle win-win puisqu'on leur proposait de réduire leurs coûts et nous, on gagnait beaucoup plus en marge. Donc, ça fonctionnait très bien. Donc là, le modèle, Et c'est un modèle qu'on a baptisé Acquire and Migrate. Donc, faire des acquisitions et transférer les activités. Initialement au Maroc seulement, mais après, on a vu qu'on pouvait le dupliquer également. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'être proche du client. Oui. Et une fois que vous faites l'acquisition du portefeuille client, Mhm. vous migrez une partie au Maroc. Exact. Et donc là, vous améliorez la marge Mécaniquement. mécaniquement Oui. parce que les ressources coûtent moins cher au Maroc. Exactement. Ok. Mais c'est la même chose entre le Maroc et Madagascar, par exemple. Parce que tu sais que les niveaux de salaire à Madagascar sont 3 fois inférieurs au Maroc. Et donc le Maroc était initialement vu comme une destination low cost, mais très rapidement on a vu, et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que la bataille des bas prix, on ne peut jamais la gagner, il y a toujours moins cher. Heureusement qu'on s'est très vite positionné sur la valeur et sur l'expertise. Et puis après, il y a eu d'autres mouvements de migration, de transfert d'activités vers d'autres pays. Et Madagascar, pour le coup, nous, on a trouvé que c'était la destination la plus compétitive, la plus attractive. Et c'est là où on a décidé de faire une acquisition. Et c'est à ce moment-là où on avait besoin en fait de lever des fonds. Parce que la première acquisition en France, on l'a faite avec nos fonds propres plus de la dette bancaire. C'était pas simple avec la banque à l'époque Justement, comment vous avez fait pour acheter une boîte à l'étranger Oui. avec une boîte qui faisait des revenus Bah, en fait, c'est tout à fait possible. Il faut juste être décomplexé par rapport à ça. C'est vrai que c'est pas courant aujourd'hui de plus en plus, mais au final, c'est une opération d'acquisition. On prend des banquiers, des avocats, on va voir l'office d'échange pour avoir l'autorisation de sortir les fonds. Ça fonctionne bien, beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'en 2010, mais il n'y a pas de frein véritable. Les freins, ils sont souvent dans la tête. Vous avez eu des difficultés pour le faire ou Non. ça avait été fait naturellement? Non, là, on n'a pas réellement de difficultés. Non, pour être bon, juste les process étaient moins rodés. C'est vrai qu'aussi au niveau bancaire, ben, au final, on a choisi une banque qui était présente en France, une banque française pour faire l'opération parce que c'était plus facile pour eux. Et puis après, avec l'office d'échange, ça commence à bien rouler maintenant, puisqu'on a fait 6 acquisitions en tout, donc le modèle, on l'a bien Donc là, rodé. c'était pas la première acquisition, parce que la première acquisition... La première, si, c'était la société qui était en France. D'accord, c'était la première. Ouais, c'était Ok. la première. Et lorsque vous avez commencé à créer des capacités de production, même en 2005, vous avez développé des capacités de production au Maroc jusqu'en 2010. À partir de 2010, vous êtes allé en France. Exactement. Sur cette première phase avant 2010, qui était un peu la première phase de lancement de la boîte, quelles sont les difficultés que vous avez eues? À quel niveau vous êtes arrivé en 2010 avant de vous dire bon, ok, on va aller sur place en France pour être au plus près des clients? Comment s'est passée cette partie-là? Alors, chez nous, en fait, la vraie difficulté, elle est au niveau du capital humain. Et ça, c'est une constante, parce qu'au final, c'est quand même la grosse partie de ce qu'on vend, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus de techno et c'est des solutions hybrides, comme je te disais. Mais initialement, le challenge, il est surtout humain. Et c'est d'avoir des clients qui ont des niveaux d'exigence importants, puisque tu leur vends une qualité égale à moindre coût, mais il faut que la qualité soit réellement égale. Donc ça veut dire des talents qui sont bien formés, avec un bon niveau d'expression, suffisamment productif, rigoureux. Au niveau de l'encadrement intermédiaire aussi, c'est très important. Bon, maintenant, le secteur est très mature, donc on trouve les bons managers au départ. Il fallait les former. Donc c'est surtout un défi RH en fait.
c'est un défi RH. Et jusqu'à aujourd'hui, on recrute environ 5% des personnes qui se présentent seulement. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de sélections à faire. On a des grosses lacunes en termes de maîtrise de langue au Maroc, ça je l'ai beaucoup répété ces dernières années. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à mieux le gérer puisqu'il y a beaucoup de flux qui sont passés en écrit. Et à l'écrit, on a le temps de corriger, de revoir. Donc c'est moins perceptible. Donc là Mais aussi, les l'IA niveaux de nous langue aide aujourd'hui beaucoup. sont meilleurs qu'avant ou... Non, c'est juste que comme ça se fait un peu moins à l'oral, D'accord. Mais les niveaux de langue sont restés à peu près identiques? oui, on n'est pas bon en langue. Donc il n'y a pas eu Ouais. d'amélioration. Oui, oui. Le niveau de français s'est effondré et c'est des lacunes importantes. Donc nous, on s'est retrouvés à avoir comme second métier celui de la formation aussi. Donc on a développé en interne notre propre agence de recrutement parce que c'est devenu une vraie force différenciante de trouver les bons profils. On a créé notre propre institut de formation puisqu'on a vu que là aussi, il fallait combler des gaps qu'il pouvait y avoir entre les attentes de nos clients et le niveau des ressources. Donc, on fait beaucoup de formations, aussi bien en formation initiale qu'en continu par la suite. Et donc, je vais te dire, c'est surtout un sujet humain. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou Afacash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Ça représente combien de personnes tous les ans que vous recrutez? Alors on recrute à peu près, je vais te dire, l'année dernière, on a recruté 800 personnes. Ah oui, donc c'est énorme. Mais après, on en a perdu 300 parce qu'il y a quand même aussi un turnover. Il y a beaucoup de turnover. Ouais. Donc, c'est tous les jours. En C'est fait. une machine de recrutement, c'est plusieurs par jour. Exactement. C'est plusieurs nouvelles personnes qui arrivent tous les jours. Exactement. Et comment on fait pour ça? Il faut avoir une équipe de recrutement super niveau. Comment on fait ça? La réalité, c'est que moi, je ne connais pas très bien ce sujet. Typiquement, ça fait partie des domaines où c'est pas là où j'ai vraiment de la valeur. Donc, je me suis entouré de super gars, d'un top DRH qui va avoir des relais RH dans chaque pays, dans chaque centre de production. Donc, ils ont mis en place tout un process avec un parcours de recrutement, d'intégration, de formation, de sélection. Toute la partie mesure de la performance est essentielle aussi, puisque une fois qu'ils intègrent, il faut qu'on puisse avoir tous les bons KPI pour mesurer en fait leur productivité, leur qualité, leur performance commerciale, leur assiduité. Voilà, donc c'est très très processé, beaucoup d'indicateurs. Et en même temps, tu n'as pas le choix. Sur des gros volumes pareils, pour gérer 4300 personnes, c'est forcément ultra processé. Les sujets principaux, donc c'est les ressources humaines, bien sûr, qui est le nerf de la guerre dans le domaine. Et tu disais, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens. Et après, l'autre nerf de la guerre, c'est trouver les clients. Exact. Et ça, c'était plutôt ta spécialité dans l'histoire d'Outsourcia. Alors, trouver les clients et les fidéliser. Et là, pour le coup, on est assez bon là-dedans parce qu'on a des clients qui sont vraiment fidèles depuis l'origine, avec beaucoup de clients qui sont là depuis plus de 15 ans, voire 20 ans. Donc, beaucoup de grands groupes français. Oui, pas forcément des grands groupes, mais des sociétés qui ont elles-mêmes de belles histoires en termes de croissance. Nous, on a plutôt été voir les acteurs du mid-market, puisque nous-mêmes, on est considérés comme mid-market. On est dans un secteur où il y a des géants qui ont des dizaines de milliers de personnes. Donc, nous, on est plutôt sur le mid-market. Et nos clients aussi, il y en a beaucoup qui sont de taille moyenne, mais qui sont dans des secteurs à forte croissance.
Et ça, c'est très intéressant puisqu'on démarre petit, mais on les On grandit accompagne avec sur eux. tous les différents projets, aussi bien sur leur métier de base qui se développe avec des flux qui augmentent, mais également des diversifications. Et nous aussi, on s'est retrouvés avec des clients. On a démarré par une opération de gestion de service client et on se retrouve à gérer du back-office à Madagascar, des opérations beaucoup plus complexes en France où ils veulent avoir des natifs, des prestations digitales avec la mise en place de solutions sur mesure et là, de plus en plus avec l'IA d'ailleurs. Et donc, quand il y a un client qui vous fait confiance et qui voit qu'il y a du travail, de l'intégrité une vraie valeur qui est apportée, en fait, il ne vous lâche pas parce que ça a ça a autant de valeur pour les deux. Donc, c'est des vraies relations de partenariat qui se créent et qui fait qu'on est aussi sur un modèle où nos revenus sont récurrents. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on a une base clientèle qui est là. Et en début d'année, on sait qu'il y a une très grosse partie du budget qui est déjà réalisée, qui nous donne une bonne visibilité. Et Généralement, donc, c'est des contrats qui sont annuels ou alors comment ça se généralement, passe? c'est des contrats de 3 ans. Mais la réalité, c'est que les contrats n'ont pas beaucoup d'importance dans notre métier puisque D'accord. un client qui est vraiment pas content, il va casser le contrat avant. Il va partir du jour au Voilà, lendemain. et celui Et qui est celui qui est content, il content, part jamais de contrat. il a aucune raison de partir et il reste. Donc le contrat, c'est pas vraiment ce qui lie, Donc, ce c'est qui, ce aussi qui, ce qui lie important réellement les d'acquérir des clients. clients que de les fidéliser, en fait. Parce Oui, que c'est très et ce qui récurrent. permet de les fidéliser, c'est aussi tout ce que tu construis en termes d'intégration technique, parce qu'une fois que tu as interfacé et que tu as tes systèmes avec ces systèmes qui communiquent, que tu as travaillé sur le re-engineering de ces process et que toi-même tu deviens force de proposition pour faire évoluer sa façon de travailler et qu'une partie du savoir-faire est chez toi. Quand tu gères ses clients, tu commences à avoir un nouveau type de relation qui n'est pas une relation client-fournisseur classique et qui fait que le lien est très fort. Ça, c'est génial parce que tous les ans, Mm. ton but, c'est pas d'aller refaire ton chiffre d'affaires de l'année dernière et de le dépasser, c'est juste de, enfin, Ah si, bien c'est de entendu. continuer à les fidéliser, bien Alors sûr, tu dois et en plus d'aller chercher des nouveaux clients. Oui, alors il y a aussi une chose entre les deux, c'est-à-dire que tu as ton chiffre d'affaires historique que tu veux maintenir, tu dois faire du new business en allant chercher de nouveaux logos, mais tu fais pratiquement autant de new business que du cross-selling sur ta base installée, puisque D'accord. justement, tu vas rester en permanence à l'écoute de leurs besoins, de leurs évolutions, et tu vas leur proposer de nouveaux services par rapport aux nouveaux projets qu'ils vont avoir. Alors justement, Et c'est comme ça que tu arrives à diversifier entre du front, du back, de l'IT. je suis curieux de savoir ce Ouais. que tu as appris sur à la fois comment acquérir des nouveaux clients Mhm. en B2B mid-market et sur la partie aussi cross-selling. Qu'est-ce que Ouais. tu as mis en place pour suivre les clients, continuer à discuter avec eux, Ouais. connaître leurs besoins, être proche d'eux pour réussir à cross-sell ensuite? Alors, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est qu'au départ, nos clients avaient un seul interlocuteur qui était le chef de projet qui gérait leur opération. Donc, qui était un interlocuteur qui permettait de leur remonter tout le reporting sur l'activité. Et puis après, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait avoir aussi une personne qui était en charge de la relation. Donc, on a mis en place des account managers Ok. et des directeurs de la relation client par pays qui eux, vont faire des comités stratégiques pour identifier en fait tout ce qu'on a pu percevoir, nous, comme besoin d'évolution, être force de proposition en disant, écoutez, là, on a suivi ce que vous nous avez demandé de faire, mais on pense qu'il y a telles évolutions qu'on peut apporter, il y a tel nouvel outil qu'on peut implémenter, tel nouveau service qu'on peut développer. Et donc là, ça se prend avec des niveaux d'interlocuteurs également plus importants au niveau du client. Et donc, à des rythmes au moins trimestriels, on va faire le point en fait sur l'évolution de l'activité et leur présenter des propositions d'évolution. Et donc, c'est ça le cross-selling en fait. Mais on n'est pas encore dans une démarche de vente, on est dans une démarche d'accompagnement parce qu'on a identifié leurs besoins et qu'on arrive sur du sur-mesure. Et ce n'est pas un catalogue d'offres qu'on va aller pousser pour des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Donc, quand ça répond vraiment aux besoins avec le bon timing, en général, la vente se Et sur fait l'acquisition d'un naturellement. nouveau client, c'est beaucoup de... Alors, l'acquisition de nouveaux clients, là aussi, pour nous, c'était impensable de le faire à partir du Maroc. Il faut le faire là où sont les clients. Donc, on a notre équipe. Et ça, c'est ce qu'on a fait dès le démarrage. C'était un des éléments différenciants. Vous avez une équipe commerciale? Oui, on a une équipe commerciale qui est en France. Depuis le début, même avant d'avoir fait l'acquisition d'une boîte en France. Exactement. Depuis toujours, il y a une équipe commerciale en France. Depuis toujours, on a eu un bureau commercial en France. Ok. Et d'ailleurs, c'était moi au départ qui était le commercial de la société, qui était resté en France lorsqu'on avait créé la société.
le temps de sécuriser le premier portefeuille client. Ok. On a commencé à parler un peu d'Afrique. Oui. Alors en 2014 ou 2016, vous faites rentrer un fonds d'investissement, Oui, Afrique Invest, pour la première exact, fois. C'était exact. 2014, je crois. C'était en 2016. 2016. À ce moment-là, vous vous développez aussi en Afrique, notamment à Madagascar Ouais. et au Niger aussi, je crois. Pourquoi vous faites rentrer un fonds d'investissement? Pourquoi aller dans ces pays-là? Oui. En fait, donc, tu as vu que l'idée initialement, c'était que je voulais absolument créer une vraie boîte rentable, réinvestir pour garder également cette indépendance. Au bout d'un moment, on a vu qu'il fallait croître plus vite et la meilleure façon qu'on ait trouvé pour le faire, c'est faire des acquisitions. Les acquisitions, il faut les financer. On a pu en faire une ou deux tout seul. Et puis après, on voulait faire une acquisition plus importante. Et là, les fonds propres et la banque, ce n'était pas suffisant. Il fallait réinjecter de l'equity. Et donc, on a ouvert notre capital pour faire du développement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux opérations d'ouverture de capital qu'on a fait, à aucun moment, il y a 1 € qui a été investi dans la boîte, mais ça a été exclusivement pour faire des acquisitions. C'est que pour faire des Que acquisitions. pour faire des acquisitions. Et à aucun moment, tu t'es dit pendant ces années-là que peut-être mettre de l'argent dans la boîte, ça pourrait permettre d'aller plus vite? En fait, on est dans un métier qui n'est pas vraiment capitalistique, en fait. C'est-à-dire que, bon, alors maintenant, c'est plus le cas avec l'IA, mais lorsque c'était des solutions surtout humaines, il fallait juste adapter ses moyens au contrat que tu gagnes. Et donc, tu n'avais pas besoin forcément d'aller te retrouver avec des capacités de production très importantes et aller te battre pour les remplir par la suite. Donc, nous, on a T'as pas de toujours raison d'investir avant d'avoir les contrats. pas énormément, en fait. C'est pas très capitalistique. Est-ce que tu as toujours un peu plus d'équipe que de Non. clients pour être sûr de Non, pouvoir non, non. couvrir les Non, nouveaux non, ça clients c'est que tu du as? temps réel. Non, non, les équipes, on les ajuste vraiment en temps réel en fonction de nos besoins. Donc, tu n'as On ne pas peut pas se 10-20%, permettre de t'as pas faire 10-20% Non, d'équipe en plus non, en te non, disant j'aurai peut-être plus de clients demain? non. Ok. Non, mais ça, comme je te disais, c'est des gros volumes. Donc, les recrutements sont quotidiens. Le turnover aussi, il est quotidien. Donc, on est en Donc, on train, ajuste en en temps réel. permanence, c'est du workforce management. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des moments où tu n'as pas pu prendre des contrats parce que tu n'avais pas Ah les non, non, équipes mais tu derrière. prends toujours les contrats et après tu produis, hein. Ok. C'est comme ça, hein. Déjà en termes de mindset, moi j'aime bien l'idée qui dit fake it until you make it. Mais aussi chez nous, en plus, nos clients nous laissent le temps en fait de mettre en place. Ils imaginent bien qu'on ne va pas avoir 200-300 personnes qui sont payées à rien faire et qui les attendent. Donc il y a des délais de mise en place qui sont sur quelques semaines et qui sont toujours suffisants pour pouvoir recruter. Par exemple, on a un vivier de ressources qu'on a pré-identifié qui sont prêtes à démarrer, qu'on peut mobiliser à tous les temps, mais qui démarrent qu'au moment où le contrat est là. Ouais. Donc, pour les capacités de production, c'est-à-dire recruter sur la majorité de l'histoire Ouais, de ce marché-là, ouais, plutôt des gens, et maintenant peut-être aussi de ouais, plus en plus de développer ouais. de la technologie, mais en tout cas, historiquement, il n'y avait pas d'intérêt d'investir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'acheter des portefeuilles clients, en Ça fait. oui. Oui, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. On a, à 2 reprises, on a presque doublé de taille en termes de chiffre d'affaires. Et Ok. puis surtout, c'est un vivier très intéressant d'opérations à pouvoir faire migrer où tu gagnes en marge. Par exemple, la société qu'on a achetée en France faisait 5% de résultats, donc très peu rentable. 2 ans après, elle faisait 20%. Mais par contre, quand vous faites rentrer Afrique Invest et que vous rachetez, par exemple, à Madagascar, là, c'est plutôt des capacités de production, Voilà, et en voilà, il y a en 2 types l'occurrence. d'acquisitions. Les acquisitions, on va aller chercher des clients, donc c'est toujours le nerf de la guerre. Et puis après, il y a pour mieux les servir, essayer d'étendre ces bassins de production D'accord. et proposer différentes alternatives en termes de coûts. Donc le Maroc, ça va plutôt être la destination haut de gamme, nearshore. Mhm. Madagascar, c'est là où en fait on va avoir les coûts les plus bas, donc pour des opérations plus normées, plus standardisées, moins risquées, ça vaut le coup de transférer une partie des activités également là-bas, en s'engageant sur un niveau de qualité, de productivité, mais avec un modèle économique beaucoup plus attractif pour nos clients. Donc on a beaucoup de clients pour lesquels on va avoir le gros de l'activité du support au Maroc, Mhm. l'activité de back-office à Madagascar, l'activité la plus sensible sur les clients premium gérée en France avec des natifs et des gars qui maîtrisent totalement un secteur, par exemple dans l'assurance ou, euh, ou dans la santé, qui est un secteur sensible aussi. Voilà, donc il y a en fait la possibilité de proposer différentes implantations avec différents niveaux
de qualité et un modèle économique adapté à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui pourraient être intéressants pour vous d'un point de vue capacité de production, c'est-à-dire La réalité, c'est que c'est en illimité, Afrique en ou fait. ailleurs? C'est illimité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de pays se positionnent. Au départ, on avait peu de destinations. Aujourd'hui, beaucoup de pays proposent également des solutions. Et c'est normal, puisqu'on est sur un marché où le nerf de la guerre, c'est les talents. Et les talents, Hmm. vous les trouvez partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de barrières. Euh, Moi, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup influencé dans cette aventure outsourcing qui s'appelle The World is Flat Mhm. de Thomas Friedman, qui est pour moi un des premiers théoriciens en fait de l'outsourcing et qui expliquait la révolution de l'Inde, justement, puisqu'on parle beaucoup de la Chine qui est devenue l'usine du monde. Mais il disait ce qui est en train de se passer en Inde, on est en train et puis il avait raison, de créer une des prochaines puissances mondiales, et ce sera la deuxième puissance mondiale, puisqu'en fait, avec Internet, il n'y a plus de barrières, que le monde s'est aplati et que c'est le moment où les pays du Sud vont pouvoir prendre leur revanche et que la vraie guerre se situe au niveau humain. Et donc, si vous avez des talents qui sont bien formés et qui sont en plus compétitifs, ils vont pouvoir travailler pour toutes les multinationales sans avoir même besoin de se déplacer. Donc, il n'y a plus de flux migratoires. Et puis, des opportunités dans tous les domaines, puisque l'intérêt de l'outsourcing, c'est que ça se prête à presque toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, c'est quasi illimité. Et l'exemple de l'Inde, c'est parce qu'ils ont un niveau d'éducation qui est élevé et donc beaucoup de knowledge workers capables de travailler avec des boîtes à l'étranger partout dans le monde. Totalement. C'est Et la langue, et qu'une l'anglais. question de talent et de formation. Et la formation, c'est deux choses. C'est toute la partie technique, le savoir-faire dans différents domaines. Et puis aussi la partie plus en termes de comportement, le savoir-être, la communication. Donc c'est aussi un élément Et tu essentiel. penses que ça pourrait être la deuxième puissance mondiale? Parce que quand Ah tu oui, dis deuxième, je pense que tu penses derrière la Chine, oui, pas oui. derrière les Moi, États-Unis. je ne suis pas le seul à le dire, Ouais. mais je pense que ça finira par arriver. Et c'est exceptionnel ce qu'ils ont monté. Et puis il y a d'autres modèles, comme les Philippines qui ont suivi. Il faut savoir que les Philippines créent autant d'emplois dans le secteur chaque année que nous, on en a en totalité au Maroc. Et au Il y a Maroc, autant de gens au Maroc qui ouais, travaillent dans l'outsourcing que de que nouvelles personnes qui rentrent dans le chaque marché année aux chaque année Philippines. aux Philippines. Ça te donne Incroyable, une idée en incroyable, fait de la taille des marchés. incroyable. Mm. Les Philippines, c'est parce que tu m'as parlé des Philippines juste avant qu'on Mm. enregistre et j'avais regardé leur PIB, c'est quand même 500 milliards. En fait, c'est un gros marché quand même, Ouais, les c'est Philippines. Ils énorme. sont plus de 100, ils sont 115 millions Mm, mm, d'habitants. C'est un grand pays. c'est énorme. On ne se rend pas compte. Ok, passionnant. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai que euh, plus Internet a ouvert la possibilité aux gens de travailler avec Voilà, n'importe quelle boîte dans le c'est monde, ça. plus la compétition est mondiale et plus des pays qui ont beaucoup de gens éduqués qui sont capables de travailler vont avoir. Et ça, ce sera tout le temps valable. Et même aujourd'hui, avec les menaces qu'on voit, avec les technologies qui arrivent, etc., plus on sera formé à jour en termes de techno. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on se bat vraiment à armes égales. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un effet de rattrapage où il fallait Ouais. La technologie, Aujourd'hui, elle est elle est disponible accessible à tous partout, en temps réel pour tout le rapidement. monde. Et donc, nos talents marocains sur l'IA, alors je ne parle pas bien entendu des Américains et des Chinois qui inventent les modèles, mais tous ceux qui appliquent les modèles en Europe, en Afrique, ils sont aussi bons. Hmm. À partir du moment où ils sont sur les dernières technos, les bons niveaux de formation. Et bon, voilà, et cette curiosité qu'il faut aller pour aller chercher en permanence ce qu'il y a dans l'air du temps. Et là, aujourd'hui, on peut réellement se battre à armes égales et on a beaucoup d'atouts pour continuer à tirer parti en fait de Tu as cette ouverture. commencé à parler de l'évolution du métier, de l'outsourcing. Qu'au tout début, c'était beaucoup de call centers. Oui, Et donc, c'était ce que tu disais, des appels sortants. oui. Donc, c'est ça ce que Oui. tu disais, donc télémarketing, Oui, oui. plutôt des appels commerciaux, par exemple, Oui, oui. et appeler. Et ensuite, de plus en plus d'appels entrants. Oui, oui. Comment le métier a évolué? Quelles étaient un petit peu les grandes étapes? J'ai vu que vous vous développez sur des secteurs en particulier, par exemple le secteur médical. Oui, oui, oui. On a fait Euh, une acquisition dans la santé d'une très jolie boîte qui s'appelle Simplify, qui fait partie du groupe aujourd'hui et qui propose en fait la gestion de comptes rendus médicaux pour des médecins en France. Donc là, c'est des étudiants de dernière année en médecine au Maroc, en Tunisie, qui vont en fait saisir le compte rendu médical sur la base d'un fichier audio qui est reçu par un radiologue en France.
et en temps réel, donc avec la bonne terminologie médicale, le niveau d'expertise qu'il faut. On renvoie ça au médecin qui donne ça à son patient. Et ça se développe bien depuis plusieurs années. Malgré l'arrivée de l'IA, on voit que la partie expertise est là pour le coup dans un domaine qui est aussi sensible que médical. On ne peut pas se permettre d'avoir la moindre erreur, on ne peut pas laisser un modèle halluciner et donner une conclusion qui puisse être, ne pas être la bonne. Donc là-dessus, schématiquement, ouais, au tout début, c'était des call centers. Ensuite, de plus en plus, des fonctions support oui, des sociétés mhm, qui ont été externalisées. Des appels entrants, ouais. ensuite de plus en plus. Et maintenant, ça va être des C'est des sujets fonctions, spécifiques, des expertises c'est comme le ça. C'est médical ce ou qu'on appelle d'autres, le BPO. des choses un peu plus C'est techniques. du business process outsourcing. Donc, c'est l'outsourcing d'une fonction, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être en front office, en back office, en technique. Ça concerne en fait. Le KPO qui se développe aussi, c'est la partie knowledge process outsourcing. Mhm. Euh, donc, d'ailleurs, je t'invite à t'intéresser aussi un petit peu à ça parce que c'est vraiment un secteur qui se développe beaucoup. C'est toute la partie brain sourcing. Et il y a une belle boîte qui s'appelle Infomineo qui fait ça au Maroc. Mhm. Donc, Ça, c'est quel type de métiers qui sont alors outsourcés? ça va être par exemple des cabinets de conseil qui vont faire appel à d'autres cabinets qui vont leur demander de constituer des données primaires sur des marchés, par exemple, qu'ils n'ont pas. Donc, ils vont faire des premières études. Et donc, c'est des sociétés qui vont faire des études. Et là, c'est des profils plus de consultants, même s'ils travaillent eux-mêmes pour d'autres cabinets qui ont des gros contrats, mais ils vont faire ce premier travail. Et ça se développe aussi dans beaucoup d'autres destinations, comme l'Inde, en Asie, etc. Et tout. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, dans l'outsourcing, il y a réellement, c'est pas un métier, ça concerne l'intégralité des fonctions d'une entreprise. À partir du moment où c'est pas core business, et c'est pour ça que ça continue à se développer à un très fort rythme, et ça va rester une tendance de fond dans les années à venir. McKinsey estime que ça va être à 8% annuel sur les 10 prochaines années encore. Et donc, c'est vraiment ça le sous-jacent qui explique le fort développement de notre secteur. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Et alors, l'impact de l'IA, est-ce que ça veut dire que les choses les plus simples, on va avoir un rendement par personne qui augmente? Est-ce qu'on va finir par avoir quasiment plus personne, aucun être humain qui travaille sur ces sujets, mais carrément que des IA qui travaillent sur les fonctions les plus simples? C'est quoi l'impact que tu vois aujourd'hui? Alors bon, tu imagines bien que chez nous, c'est une obsession, hein, le sujet de l'IA, parce que c'est vraiment sur toutes les bouches, à la fois au niveau de nos clients, en interne. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. Alors nous déjà, avant, alors l'IA aujourd'hui, on en parle plus parce que c'est la partie IA générative qui est la plus bluffante, puisque ça génère du texte, des images, de la vidéo. Donc c'est plus visible. Mais l'IA a démarré avant, quand on ne l'appelait pas encore générative. Et nous, on a été très tôt utilisateurs de solutions qui permettent d'analyser, de prédire, de recommander. Donc on avait déjà des technologies qui permettaient de faire du one-to-one. Par exemple, analyser une base client en fonction de son historique de consommation, lui proposer les produits avec lesquels elle va avoir le plus d'appétence. Donc, ça fait longtemps qu'on fait ça, que nos clients développent ça, que nous-mêmes, on a développé ce type de solution, et ce qui nous a permis de développer ce qu'on appelle le self-care. Donc, le self-care, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir gérer toi-même un certain nombre de demandes que tu aurais fait auparavant à un téléconseiller. Tu veux, par exemple, changer d'abonnement telco, tu n'as plus besoin d'appeler un agent, d'attendre au téléphone, lui demander de le faire. Tu peux le faire toi-même avec ton portail. Donc déjà, le self-care, ça a capté une grosse partie des flux les plus simples. D'une partie Donc, en gros, tout ce qui est inutile sera automatisé. directement par Ouais. les acteurs, Oui, par les boîtes. parce qu'on n'a plus besoin en fait d'intervention humaine. Et ça, c'est en œuvre depuis plusieurs années déjà. Après, sur ce qui reste,
nous, on pense que c'est impossible de se passer de tout ce qu'apportent ces outils en termes d'IA pour nos agents, puisqu'on gagne en productivité, ce qui nous permet d'aller vers ce qu'on appelle des agents augmentés, qui vont avoir un nombre important d'outils à disposition pour analyser l'historique du contact qu'on a eu avec le client, Mhm. son historique de consommation aussi, pour voir exactement ce qu'il a acheté, par exemple, voir en fonction de la demande qu'il va faire, quels sont les types de réponses qu'on peut lui donner, mais les proposer à l'agent qui, lui, va en fait amener sa touche de personnalisation, s'assurer que c'est la bonne réponse et prendre la responsabilité sur la recommandation qu'il va lui donner, pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Parce que le problème, c'est que si on met un robot face à un humain, très souvent, ça va bien fonctionner, ça va être assez bluffant, mais le prix à payer de quelques fois où il va se louper Ouais. peut être très très important. Et aujourd'hui, ça, personne ne peut le contrôler parce que les hallucinations font partie de ce modèle Mhm. d'IA, que c'est des boîtes noires, même ceux qui les conçoivent ne sont pas capables de garantir le zéro erreur. C'est des modèles probabilistes, même si c'est la forme la plus avancée de ces modèles, il y a toujours une part d'incertitude. Et c'est pour ça que nous, on se dit, on a un rôle à jouer en termes de coaching de ces robots. Donc ça, c'est un nouveau métier qu'on a développé, puisque pour que ça fonctionne bien, il faut fine-tuner ces modèles, il faut monter en compétence ces robots. Et ça, nous, on sait le faire parce qu'on maîtrise les process de nos clients et on sait où se trouve la bonne donnée, on sait comment la fiabiliser. Donc ça, c'est énormément d'opportunités pour nous positionner sur ces nouveaux métiers où on a toute la légitimité pour le faire. Et donc, on est devenu intégrateur de solutions IA qui permettent en fait d'améliorer et d'optimiser l'expérience de nos clients. Et on l'a fait en Et montant. des outils qui sont utilisés par vos agents. Alors, il y a la partie qui est utilisée par nos agents. Donc ça, c'est un peu ce que je te donnais comme exemple d'agents augmentés. Mhm. Il y a tout ce qu'on utilise en interne en termes de process, de recrutement, où une grosse partie est gérée par IA, de formation qui permet de faire des parcours personnalisés en fonction des lacunes de chaque agent pour lui donner la bonne formation qu'il faut et mesurer sa performance, mesurer la qualité. Aujourd'hui, toute notre qualité est gérée avec de l'IA. Bien entendu, on garde des personnes qui vont en permanence contrôler, fine-tuner les modèles. Mais aujourd'hui, 100% des interactions pour les clients qui ont donné leur accord vont être analysées par des outils qui permettent de relever en fait tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et de faire toutes les premières notations sur la performance de chacun des agents. Alors là, c'est un exemple justement de solutions qui sont vendues comme étant plug and play et on pense qu'on va mettre en place la solution et que ça Mhm. va tout gérer automatiquement. La réalité, c'est qu'il nous a fallu 18 mois pour passer de 40% de taux d'erreur à moins de 5% avec un travail acharné et en mettant en permanence à jour en fait tout ce qui ressortait de ces solutions Et c'est pour. des solutions développées en interne ou c'est des solutions Alors nous, intégrées? on a fait le choix, nous, de créer un lab qui s'appelle l'Outsourcia Lab. On s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que subitement on devienne les plus performants en termes de création de propres solutions parce qu'il y a des géants Mhm. mondiaux et des gens qui font ça tous les jours, notamment aux États-Unis, en Chine, et qui sortent des solutions les plus innovantes les unes que les autres toutes les semaines, et que c'était trop risqué de rentrer dans cette bataille. En revanche, qu'on a une connaissance suffisamment fine des besoins de nos clients pour identifier les solutions qui fonctionnent le mieux Mhm. en fonction de chacune des attentes et de développer une expertise en termes d'intégration. Et l'intégration, elle n'est pas seulement fonctionnelle, parce que même sur des projets IA, et là on le voit plus aujourd'hui, moi je pense que 10% de la valeur, elle est liée à la solution. Et tout le reste est lié à l'intégration fonctionnelle, à la maîtrise des process, toute la Mhm. partie use case à développer, et surtout l'autre partie dont je t'ai parlé, qui concerne le corpus d'apprentissage. Et faire en sorte que le robot soit pertinent. Donc toutes Et les que, conversations des agents rentrent dans donc le corpus au voilà, fur et à mesure. c'est ça. Et donc tu continues en fait à le coacher, à le monter en compétences et à contrôler ce qu'il en ressort et à garder la responsabilité justement Et est-ce que vous du êtes capable résultat. de voir, entre maintenant et avant d'utiliser ces outils, à quel point le rendement de l'agent a augmenté? C'est-à-dire, est-ce qu'il était capable de Oui, faire X oui, oui, conversations oui, par jour et oui. il en est capable d'en On faire a Y vu aujourd'hui? sur des clients avec lesquels on a pu démarrer très tôt avec les solutions les plus performantes, où on a pu mettre en place tout ce qu'on voulait, on a pu gagner jusqu'à 30% de productivité.
30%, donc, Ouais. ok, donc l'agent est capable de faire 1,3 fois. Exact. Et donc, tu vois un monde où vous allez avoir toujours des besoins de recrutement, mais de moins en moins, et que vous allez à la fois développer des capacités techniques et continuer à recruter. Alors déjà, il y a une partie qui est automatisée. Donc ça, c'est un impact qui fait qu'il y aurait besoin de moins de ressources. Mais on est sur un marché qui croît encore plus vite que ce qui est automatisé. Parce qu'encore une fois, nous, ce qu'il faut voir, c'est que la vraie dynamique qui explique la croissance de ce secteur, c'est ce mouvement qui consiste à externaliser. Et Oui. aujourd'hui, il y a encore énormément de choses qui sont faites en interne. Nous, on est outsourceurs. Donc nous, on continue à capter une part importante des activités qui étaient traitées en Le interne des premier entreprises. sous-jacent, c'est Voilà. les boîtes dans le monde veulent externaliser leurs services. Justement, the word is flat. C'est ça. Et ça, c'est une tendance qui continue à Voilà. grossir. Et ça, les deux mis bout à bout, on va rester sur un rythme de croissance d'environ 8% annuel au niveau mondial. On regarde tout ce qui est externalisé, on regarde ce qui est automatisé. Ce qui est en interne, on automatisé, regarde ce et qui ne peut pas l'être. les deux combinés, on continue à croître. Ok. Après, bien entendu, il va y avoir des gagnants et des perdants. Puisque ceux qui n'ont pas pris le virage de l'IA vont avoir beaucoup de mal à continuer à vendre uniquement des humains, alors que... Ça veut dire, ouais, est-ce que ça veut dire que vos marges, ou en tout cas les prix que les clients sont prêts à payer, baissent parce qu'ils se disent, vous avez aussi des manières d'augmenter le rendement grâce à la technologie ou pas forcément? Alors, ce que je te disais, c'est qu'avant, ils achetaient des journées hommes. Maintenant, on vend une solution hybride avec de l'humain et de la techno. Donc, on D'accord. ne peut pas réellement comparer est-ce que ça baisse ou pas. Si on restait sur le même modèle, oui, on gagne en productivité, donc on baisse les prix. Mais si on offre une solution qui intègre de l'humain, des process et de la techno, on change de modèle. Mais au final, le client, bien entendu, il est gagnant, puisqu'il gagne en productivité, mais également en qualité de réponse et en impact sur la fidélité de ses clients. C'est-à-dire qu'il faut mesurer toute la valeur qui est créée également par nos métiers, pas seulement les coûts. Ouais. Donc il faut regarder, c'est un PNL que tu dois reconstruire, et tu vois l'impact sur la fidélisation, sur l'augmentation de ton panier moyen. Pour le client, tu veux dire, oui, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le C'est fait pour ça d'avoir que externalisé. on a mis du temps à réussir à convaincre nos clients qui ont fini par le comprendre, qu'on n'est pas un centre de coût et qu'on est réellement un centre de profit avec certainement, évidemment, des coûts associés, mais énormément de KPI qui permettent de mesurer la création de valeur. Et c'est le résultat des deux qu'il faut observer. Tu disais qu'il y avait plein de choses qui n'ont pas encore été externalisées. Est-ce que tu as un exemple de choses dans des boîtes qui ne le sont pas encore et qui pourraient l'être dans les prochaines années? Non, mais déjà, juste sur le métier qu'on connaît le mieux, on pense que sur la partie gestion de la relation client, on a été au bout. Ouais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les 2 tiers de la relation client, en France, est encore géré en interne. Ah oui, d'accord. Et qu'il y a seulement 1 tiers qui est externalisé. Donc, ça te donne un peu l'idée de la marge de progression. Et avec ça, le gros de l'externalisation aujourd'hui se fait en offshore. Donc, c'est un avantage pour le Maroc. Et en plus, nous, on a déjà une expertise qui est reconnue et qui a beaucoup de clients qui décident de venir au Maroc, même s'ils savent que c'est beaucoup plus cher que beaucoup d'autres pays africains, parce qu'il y a justement cette expertise, cette maturité du bassin de l'emploi, les bons managers et tout le savoir-faire qu'on a pu construire, qui est un gage de qualité et de réassurance pour le client. Aujourd'hui, si on regarde le Maroc, alors pas forcément chez Autoursa, mais je veux dire en général, je sais que tu es président de la fédération de l'externalisation, donc tu as peut-être un petit peu des chiffres. En moyenne, ce que les clients payent pour des ressources au Maroc qui sont externalisées, c'est quoi? C'est autour de 1 500 euros? 1 500, 2 000 euros par mois? Ouais, plutôt à plus de 2 000 euros par mois. Plus de 2 000 euros Ouais, plus pour de des 2 000 ressources au euros par Maroc. mois. Voilà. En Tunisie, ça va être 20% moins cher. Madagascar, entre les deux, avant Madagascar, Sénégal, Côte d'Ivoire, ça va être 30-40% moins cher. Et Madagascar, ça va être 2 fois moins cher. D'accord. Okay. Ouais, donc ça reste un peu plus cher quand même que le reste. Mais tu vois, typiquement, si les clients ne regardaient que les coûts, ça serait pas intéressant. Non, tout le monde serait déjà allé à Madagascar. Mais pourtant, c'est pas arrivé. Avec l'IA, c'est pareil. Parce que si on pense que c'est uniquement parce que ça coûte moins cher qu'il faut automatiser, ce serait très facile. La réalité, c'est qu'il faut mesurer aussi l'impact que ça a sur tes clients. Ouais, et tu ne vas pas imposer à un client... J'imagine qu'on doit tout le temps vous en parler, ce qui doit être un petit peu énervant, parce que c'est un peu une obsession chez tout le monde. Oui, ça aurait été énervant si on n'avait pas des choses à proposer. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vend ces solutions. Et donc, il n'y a pas vraiment de risque
de transfert de valeur ailleurs. Bon, bien entendu, il y en a dans certains cas, mais aujourd'hui, on est capable d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ces problématiques liées à l'IA avec des solutions adaptées à chacun de leurs besoins. On apporte cette intégration qui a beaucoup de valeur. C'est pour ça qu'on ne voit vraiment pas ça aujourd'hui comme une menace, même si, encore une fois, tout ce qui est inutile et simple sera automatisé et c'est normal. Par contre, ce que j'aime bien répondre quand on me pose cette question, quand on me dit est-ce que le robot va remplacer l'humain, je dis non, je ne pense pas, mais je suis convaincu que les humains qui utilisent les robots vont remplacer les humains qui ne les utilisent pas, c'est certain. Alors, donc, tu es président de la Fédération marocaine de l'externalisation. Donc, comment ça se passe? Il y a des associations et des fédérations? Initialement, on était association, et puis après, on a voulu exister en tant que tel, comme un vrai secteur stratégique, et d'ailleurs c'est le cas, puisqu'on est dans le top 5 des générateurs de revenus à l'export pour le Maroc, qu'on pensait qu'il fallait donner encore plus de place aux services, parce que c'est vrai qu'on a eu de très belles success stories au Maroc avec l'automobile, l'aéronautique, qu'on parle beaucoup de ces fleurons. Mais on pense que les services ont une place importante à prendre, tant en termes de création d'emplois. On est à 150 000 emplois aujourd'hui. En termes de revenus à l'export, c'est autant que l'aéronautique. C'est combien? C'est 18 milliards. C'est 18 milliards de dirhams, par annuel. An, annuel, tout le marché d'électricité, c'est énorme. C'est énorme. À l'export. À l'export. Et c'est même plus si on prend le reste du marché local, qui est également important. Là, on peut même dépasser les 25 milliards, mais je parle que de la partie revenu à l'export. Et donc, on a voulu exister en tant que fédération statutaire au niveau de la CGM, et c'est ce qu'on a fait depuis 5 ans aujourd'hui. Et donc, on a les principaux acteurs du secteur qui sont représentés, et ça nous permet notamment de pouvoir parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit de négocier le nouveau contrat programme lié à notre secteur, qui vient d'ailleurs d'être mis en application, donc avec une nouvelle circulaire, de nouvelles mesures. On va recevoir des primes directes à la création d'emplois. C'est quelque chose d'assez inédit qu'on a pu obtenir après plusieurs années de travail. Des primes lors de chaque recrutement au moment de la création d'un emploi. Voilà. Okay. Ça, c'est récent? C'est tout frais. Ça date d'il y a 2 mois. Et c'est des primes de combien? Alors, c'est calculé sur le salaire. C'est 17% du revenu annuel. D'accord, ok. Et alors, si on regarde le marché aujourd'hui, donc 150... Et puis également la formation qui est également prise en charge pendant 5 ans. Ouais. Également calculé également sur la masse salariale. Aujourd'hui, c'est 150 000 personnes en ETP qui travaillent dans ce marché-là. Ouais. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Comment vont les boîtes? Comment va ce marché aujourd'hui au Maroc, si tu prends un petit peu la casquette plus de la fédération plutôt que d'outsourcia? On est sur une tendance haussière encore. On a fait des croissances à 2 chiffres pendant les 10 dernières années. On continue en fait à créer environ 10 000 emplois par an, malgré toute la concurrence qu'on entend dans les autres pays, malgré cette obsession autour de l'IA. Donc c'est vraiment, les indicateurs sont au vert en termes de recrutement, de génération de croissance, et ces nouvelles opportunités liées à l'IA qui sont vraiment nombreuses, puisque le Maroc a beaucoup d'atouts pour se positionner là-dessus. Et on a de plus en plus d'ingénieurs. D'atouts techniques pour le faire. Exactement. Qu'est-ce qui empêcherait le marché de faire x3, x4, x5, x10 rapidement? C'est quoi le bottleneck dans ce déjà, marché-là? tu peux faire x3, x4 quand tu es naissant. Là, on a un marché qui devient mature. Mais on espère quand même faire x2 en 5 ans. C'est ça l'objectif. Okay. On veut faire x2 en 5 ans. Et la principale difficulté, ça reste les ressources, y compris pour les prochaines années? Exact. C'est pas une question de pipe de clients. Non. S'il y avait plus de ressources, on aurait Totalement. On pourrait servir plus de clients. Totalement. Je te dis, Philippines, chaque année, en flux, autant que notre stock à nous. Donc, il n'y a pas de souci de marché. Ouais. Le Covid, c'était une crise pour vous? Alors, le Covid, c'est un très bon souvenir, paradoxalement, puisque c'est un moment où on a dû se réinventer en quelques jours. Et on voit en fait qu'en période de crise, ça a vraiment un effet d'accélérateur de nouvelles tendances
qui deviennent après des nouvelles normes d'usage, comme le télétravail. En l'occurrence, sur le sujet Et, de World is Flat et Knowledge Worker, ouais, c'est carrément vrai. ouais, Maintenant, ouais, c'est totalement. beaucoup Parce plus qu'on naturel de travailler ailleurs. on n'avait jamais fait de télétravail, on a été obligé de le faire, et en quelques jours, on a 100% de nos collaborateurs qui ont travaillé à partir de chez eux. Et c'est clair que sans cette adversité qui nous a mis de dos au mur, on ne l'aurait jamais fait. Puis même nos clients, ils n'étaient pas réellement pour parce qu'ils avaient peur que la qualité ne soit pas aussi bonne, que la productivité ne soit pas au rendez-vous, etc. Donc là, on n'a pas eu le choix et ça a très très bien marché. À tel point que bon, il n'y a eu aucune rupture d'activité. On a fait 2 très bonnes années de croissance. Et on a décidé, pendant le Covid, vu que ça fonctionnait, que nos clients ont vu que le modèle vertueux, de donner la possibilité à nos collaborateurs de rester en télétravail, même après la crise sanitaire. Et donc, on a été la première entreprise marocaine à généraliser le télétravail, bien entendu à partir du moment où le collaborateur est d'accord et qu'on voit que ses résultats sont aussi bons qu'en présentiel. Et donc, ça a très bien fonctionné. On a mis en place ça pendant le Covid. Et aujourd'hui, on a encore plus de 30% des personnes qui travaillent à partir de chez elles. Et ça nous a permis aussi d'étendre nos bassins de recrutement. On a des personnes, je parlais de l'oriental tout à l'heure, qui parlent néerlandais. On a des personnes qui travaillent à partir de chez elles sur des langues qu'on a plus de mal à trouver. Vous allez pouvoir aller chercher des gens qui ne sont pas sur vos villes. Il y a des femmes au foyer aussi qui n'auraient pas travaillé si elles n'avaient pas cette possibilité de le faire à partir de chez elles. Donc c'est réellement une manne en termes de création d'emplois pour le Maroc. C'était quoi le moment le plus difficile pour Outsourcia? Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu des grandes difficultés, où c'était vraiment compliqué pour la boîte, où tu as cru que ça allait mal se passer et finalement c'était bien passé? C'était quoi le moment le plus difficile? En 23 ans, on a eu 2-3 années où on n'a pas fait de croissance. Alors non, c'était ouais, non, les 10 premières années, c'était bon. Non, chez nous, les mauvaises nouvelles, c'est quand il y a des gros clients qui partent. Et puis, on a eu un moment, un gros contrat avec un opérateur télécom. Et on l'avait perdu. Et ça représentait une grosse partie du chiffre d'affaires? Alors, la réalité, c'est que nous, on a une très faible dépendance économique vis-à-vis de nos clients. Le plus gros client pèse 8%. Et ça, c'était un choix dès le départ. La majorité des gros acteurs se sont construits au Maroc avec des partenariats forts, notamment avec des opérateurs télécoms. Et c'est vrai que c'est très confortable parce qu'il y a déjà une base, un socle très important qui fait qu'on a une très grosse partie de ses revenus qui est garantie. Mais en revanche, on perd beaucoup en indépendance. Et ça, pour moi, c'est un peu une obsession pour le coup, de pouvoir garder ma liberté dans beaucoup de choses. Parce que la plupart des acteurs vont avoir un client qui fait 20-30% de son chiffre d'affaires. Et après, il vous tient d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais même quand il fait 10% et qu'il s'arrête, il faut le gérer. Et donc, ça a été ça les mauvaises nouvelles pour Outsourcia. Ça a été certains contrats qui ont dû partir dans d'autres destinations, par exemple, ou alors en termes de stratégie, qui décident de réinternaliser. Mais heureusement, ça n'a jamais eu d'impact lourd, puisque justement, on a fait en sorte de maîtriser cette dépendance économique. Et c'est un vrai modèle chez nous. Comment tu réussis à toujours rester informé et à toujours voir la prochaine évolution du marché? J'ai vu quelque part que tu disais que à n'importe quel instant, tu ne savais pas forcément, ou en tout cas probablement, dans 1, 2, 3 ans, il y aura peut-être une nouvelle activité qui représentera 10, 20, 30% de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à chaque moment, tu as des nouvelles activités qui peuvent être créées et il faut réussir à se mettre dessus, il faut réussir à les voir. Comment tu navigues un petit peu ça et comment tu restes informé pour toujours voir cette nouvelle étape? En fait, c'est une question de posture. Il faut rester curieux, il faut rester proche de ses clients, parce qu'en général, on voit les choses qui arrivent. L'IA, aujourd'hui, c'est une obsession, mais ça fait quelques années qu'on en parle et on savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, c'est soit on reste en retrait et on attend que les choses se passent, soit on prend le taureau par les cornes et on surfe sur la vague et voir si on est encore plus doué, qu'on essaie d'anticiper les choses avant qu'elles arrivent. Donc ça, c'est une posture de curiosité, de s'informer, en fait, d'essayer de détecter toutes les tendances émergentes. Ça, c'est souvent avec les clients ou c'est aussi avec Le plus souvent, c'est avec les clients, mais c'est également ce qui se passe du côté des US, qui sont en général très innovants dans beaucoup de sujets.
Et très souvent, ce qui arrive en Europe a quelques mois de retard par rapport aux Donc tu États-Unis. continues à regarder l'outsourcing des US en Inde, c'est ça? Notamment, C'est oui, un oui, peu bien sûr. l'équivalent qui a un peu Exact. d'avance. Ok, Totalement. ok, ok. Totalement. Et donc là-dessus, c'est rester informé, curieux, pour essayer d'identifier les opportunités de demain. Et très souvent, les personnes qui sont sur des bons sujets, c'est pas par hasard, c'est parce que elles savent qu'elles ont un coin de leur tête le projet qui va faire la différence dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Et donc sortir en fait de sa routine quotidienne, puisqu'en fait la créativité déteste les modèles qui tournent en rond. Et voilà, rester informé de Et toutes les comment tu fais ça? tendances. Tu casses un petit peu tes habitudes régulièrement? C'est plus une posture, encore une fois, et qui fait que tu essaies de t'intéresser à tout ce qui sort de ton quotidien. Ok. Ces temps-ci, on parle beaucoup de tech, de start-up au Maroc. C'est un peu le sujet sur toutes Ouais, les lèvres et ouais. c'est ce qui prend aussi le plus d'attention, on va dire, dans les médias. Souvent, quand on dit start-up, forcément, Mhm. on en parle plus juste par le mot et parce qu'on Ouais, parle beaucoup de la tech. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vu les débuts de la tech où justement, il y avait un ouais. petit peu déjà ce phénomène-là. Euh, et après, tu as plutôt fait une boîte rentable, avec des fondamentaux, on va dire solides, en tout cas un autre modèle. Comment tu vois un petit peu ça? Comment tu vois le fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup des startups au Maroc et un peu moins de PME qui font justement Mhm. de la croissance, de la rentabilité, etc. Bon, déjà, je vois ça d'un très bon œil, que l'écosystème commence à se créer. On a beaucoup de retard par rapport à l'Égypte, au Nigeria. Donc, je salue les initiatives qui sont menées ces dernières années. Et, donc, l'écosystème est en train de se créer. Bon, après, j'ai un petit peu de réserve par rapport à la taille de notre marché. Je trouve qu'on s'intéresse un peu trop au marché marocain et africain, alors que l'intérêt de ces nouvelles solutions, c'est qu'elles peuvent être très rapidement mondiales et que les gros marchés sont pour nous plus facilement en Europe. Et c'est bien pour ça qu'en fait, je vois l'Afrique aujourd'hui beaucoup plus comme un pool de talents que Hmm. comme un marché. Parce que la réalité, c'est que le PIB total de l'Afrique est inférieur à celui des gros pays européens. Et donc, quand je vois des sociétés marocaines qui disent on veut démarrer au Maroc et puis après aller en Afrique, moi je vois à l'époque déjà les sociétés françaises qui n'étaient pas tout de suite européennes, elles considéraient que le marché était trop petit. Donc là, on a un vrai souci Ouais. par rapport à cela et je trouve ça dommage de ne pas suffisamment regarder vers le nord et d'être trop orienté vers le sud parce que la réalité, c'est que c'est petit et compliqué. L'autre chose que j'ai un peu de crainte aussi de voir ces nouveaux projets qui arrivent, et il y en a qui ont beaucoup de potentiel. On voit souvent les levées de fonds comme une arrivée, et là, c'est mis en avant comme étant une réussite. La réalité, c'est que c'est vraiment le début du chemin. Et moi, j'ai vu énormément de sociétés faire des levées de fonds records et s'effondrer par la suite. Moi, je pense qu'il faut voir la levée de fonds comme une dette. Hmm. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a levé ces fonds, on n'a plus que 80% de chances de s'effondrer. Alors qu'avant, c'était 90. 19%. Ouais. Et c'est ça la réalité. Donc, C'est un filtre. Ouais. et donc, moi, je rencontre aussi, et j'aime beaucoup rencontrer des jeunes qui sont sur des nouveaux projets. J'ai fait quelques investissements. Et dans certains cas, je peux aussi essayer de montrer que il ne faut pas tout le temps persévérer, que des fois ils vont dans le mur, Hmm. qu'il ne faut pas tout le temps y croire, parce que des fois le marché n'est pas suffisamment profond, que le produit n'est pas suffisamment différenciant. Donc moi, je ne suis pas du genre à toujours encourager les gens à persévérer en disant, parce qu'effectivement, 100% de ceux qui ont réussi ont persévéré, mais il y a Beaucoup une de gens ont grosse partie persévéré, qui ont ont perdu beaucoup de persévéré, qui ont temps. perdu beaucoup de temps et d'argent. Et on le voit même sur des très gros modèles. Quand tu vois Elizabeth Holmes sur Theranos, ce truc, elle voulait changer le monde, mais son produit ne marchait pas. Hmm. Donc, il faut quand même beaucoup de lucidité.
Et il faut vraiment faire attention à l'illusion des levées de fonds qui nous font penser Tu dirais que c'est les deux erreurs que tu vois le plus, c'est-à-dire penser que la levée de fonds, c'est une finalité, et parfois peut-être persévérer lorsque on va pas dans la bonne Je direction. le dis en connaissance de cause. Nous, on a levé 10 millions d'euros. 2 ans après, la boîte avait disparu, en fait. Ouais. Même si on avait eu la chance de pouvoir la revendre entre-temps. Mais des modèles, c'est innombrable et c'est beaucoup plus courant. Et donc, moi, j'aime, quand on me parle de chiffres, de croissance, de chiffre d'affaires, de renta, alors bien entendu, pas forcément au tout début. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles j'ai investi, euh, elles ressemblent toutes plus à des PME aujourd'hui qu'à des startups. Ok. Que ce soit voilà, dans la mobilité, dans l'éducation, euh, dans l'intermédiation agricole. Enfin, Mais c'est pas une mauvaise chose. mais c'est très bien, C'est très justement, bien. justement. Ouais, Et c'est je ça, je dis, suis d'accord. et très souvent, ce que je conseille, c'est qu'arrêter avec cette obsession de start-up et de levée de fonds. Il faut que assez rapidement, vous puissiez valider votre modèle et que vous montriez que vous êtes dans une logique, vous avez besoin de lever des fonds pour appuyer sur l'accélérateur et non pas pour continuer à prendre sur le dos des investisseurs qui vous ont fait confiance. Qu'est-ce que tu regardes avant d'investir? Alors, la première chose, c'est le marché. Et encore une fois, je pense qu'il faut avoir l'humilité de ne pas croire qu'on est capable de créer un marché. Hmm. Ça arrive à quelques génies et c'est difficile d'en faire partie. Deux, avant même le produit, c'est sa capacité à le vendre. C'est Ok. l'exemple, je te disais, du CTO qui cherchait un CEO parce que j'ai vu énormément de produits très innovants qui ont fini dans des tiroirs Hmm. parce qu'ils n'ont pas intégré très en amont un modèle de vente vertueux. Donc c'est fondamental. Et donc ça fait partie justement des complémentarités qu'il faut avoir. Et puis en trois, je regardais le produit parce que bien entendu, les belles innovations se font avec des bons produits, mais on a vu des très bons vendeurs vendre des produits moyens. Mais on a vu beaucoup de très bons produits Pas être vendus, ouais. ne pas survivre parce qu'elles n'avaient pas le bon modèle de vente. Et bien entendu, ça passe par une bonne équipe. Comme ce que je disais, c'est surtout de la complémentarité. Pas de clone au sein d'une entité, sinon on clone aussi ses biais et ses angles morts. Euh, et puis la capacité à, à s'adapter aux évolutions des marchés qui sont de plus en plus rapides. Et, euh, et la réalité, c'est que il faut vraiment pas s'enfermer dans des dogmes, je pense, et qu'il faut être capable de se remettre en question en permanence. Beaucoup d'agilité, d'écoute de demandes des clients. Et une fois qu'on a la confiance de ses clients, on peut réussir à arriver à évoluer en même temps que leurs besoins évoluent. Et alors, à l'inverse, est-ce que tu vois de plus en plus d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui Ouais. se lancent et qui veulent plutôt justement faire des PME, des boîtes rentables, des boîtes industrielles ou des sujets comme ça? Ben, oui, il commence à y en avoir, effectivement. Bon, il y a quand même un peu toujours un gros mythe autour des startups et des levées de fonds records et de créer des licornes, etc. Bon, moi, ça me donne pas très envie. C'est-à-dire que je demande aux gens de faire quand même attention parce que des cas de réussite sont quand même très, très rares. Même si j'espère, je pense qu'il y en aura, on a des entrepreneurs très successful qui ont toutes les chances de pouvoir le faire. Mais ça peut pas être un modèle unique. Et d'ailleurs, j'aime pas en fait les modèles et de façon générale dire aux jeunes il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il faut rentrer au Maroc, il faut créer sa boîte, il faut y croire, il faut persévérer. Non, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour entreprendre. Il y a certaines personnes qui ont des compétences en deep tech ou en nanotechnologie. Il ne faut pas qu'elles rentrent au Maroc. Il faut qu'elles restent dans la Silicon Valley parce que ça peut être des excellents ambassadeurs pour nous, y compris si on veut continuer à développer son pays. C'est très bien d'avoir des personnes qui puissent le faire de l'extérieur. Voilà, ne pas persévérer sur des modèles qui sont pas bons. Il faut faire très attention. Moi, je vois des fois certaines boîtes elles continuent à essayer de se battre alors qu'on voit qu'il n'y a pas de révolution qui va arriver et il faut avoir la lucidité de pouvoir sortir suffisamment tôt et limiter les dégâts. Euh, et donc, c'est plus, voilà, quand on me dit quel conseil tu veux donner aux jeunes, moi, j'aime pas donner de conseils parce que tout dépend du contexte de la personne, Complètement. de ses aptitudes et de ses envies. Euh, Déjà, moi, j'ai 2 enfants.
ils sont complètement différents et je donne pas les mêmes conseils aux deux. Il faut beaucoup de contexte pour donner un conseil. Donc tu peux pas arriver avec des leçons. Moi, je supporte pas les livres de recettes en disant il faut faire ci, ça. Parce que la réalité, c'est que ça fonctionne pas et qu'il faut réellement bien connaître la personne. Alors on peut essayer d'aiguiller, ouvrir les yeux sur certaines choses pour les sensibiliser sur des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vues. Mais de là à donner des recettes, surtout en entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas du tout. Et en plus, ce n'est même pas intéressant parce que je pense que la vraie valeur, elle est dans la singularité et dans sa capacité à pouvoir écrire sa propre partition avec sa touche personnelle. Il faut aussi un peu de rébellion dans certains cas pour ne pas rester dans des cases et enfermé dans des modèles. Et moi, c'est ça qui m'a attiré. Tu m'as dit avant qu'on commence, quand on a discuté rapidement, que tu faisais de la musique aussi et que tu aimais la musique. Non, c'est vraiment mes temps perdus. À un moment, j'aimais bien un peu mixer de la musique électronique, mais j'ai fait ça vraiment à côté. Mais là aussi, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de trouver des discours intéressants à mettre sur des sons et des sons de musique électronique et créer des choses comme ça. Donc j'ai créé quelques sons comme ça et ça m'a bien plu, oui. Ok. J'ai vu que tu l'avais partagé sur LinkedIn. Oui, effectivement, oui. On verra. Peut-être qu'on le partagera seulement pour ceux qui restent jusqu'à la fin de l'épisode. Ah écoute, avec plaisir. Écoute, Youssef, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas combien de temps on est resté d'ailleurs. Ça fait un petit moment, mais en tout cas, c'était passionnant. Également. Et bravo également pour ce joli podcast que je suis depuis l'origine. Et je trouve qu'il y a une belle énergie. Et c'est vrai qu'on se confie de façon beaucoup plus naturelle. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Merci pour ton temps. Merci à toi. Quand tu Merci. veux Bonne continuation également. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.